Alors, après cette session d'atelier, on va passer à une petite session de pitch autour de solutions pour circulariser l'industrie et la construction. Donc on va écouter successivement NeoEco et NeoSem, N2C et Revubat vous parler de leurs solutions pour la circularité de l'industrie et du BTP. Alors, bonjour à tous. Donc Christophe Deboff, NeoEco et NeoSem. Alors, nous, on fait de l'économie circulaire depuis 17 ans, notamment sur la partie construction, forcément, puisque c'est beaucoup de matières usagées. Donc, notre métier, c'est de donner une nouvelle vie à chaque matière usagée. Et pour ça, on a d'abord une partie ingénierie, où on conçoit les boucles d'économie circulaire, donc les chaînes de valeur. On va utiliser la science des matériaux pour caractériser, ensuite développer des écomatériaux, des écoproduits. Regardez aussi si les process des collecteurs, valorisateurs ou des industriels sont aussi adéquats, normaliser ces écoproduits et aussi jouer sur les cahiers des charges pour pouvoir utiliser cette matière qui a une nouvelle vie. Et dans le groupe, derrière, on développe des activités industrielles parce que c'est bien beau de concevoir les boucles, mais de temps en temps, on dit tiens, ça, personne ne veut le faire. Et on a notamment développé NeoSem. Alors NeoSem, c'est cette deuxième entité qui, elle, à partir notamment des argiles du Grand Paris Express. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce grand projet. C'est 200 km de métro autour de Paris. Ça génère 50 millions de tonnes de déblais. Nous, on les accompagne depuis 8 ou 9 ans sur comment mieux valoriser cette carrière urbaine ou ces matières qu'on n'a pas forcément choisies, mais comment on peut les valoriser. On est passé de 39% de valorisation à 99% de valorisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une mine urbaine quand on creuse. Et là-dedans, il y a des argiles hyper intéressantes qu'on peut activer par un procédé qui s'appelle la flash calcination et qui nous permet d'activer, donc de créer un liant ultra bas carbone à 95 kg de CO2. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, le clinker pur, donc le ciment pur, il est à 850 kg de CO2. Alors, c'est pas miraculeux ce qu'on fait, hein. C'est ce qui crée le CO2 dans le ciment, c'est le calcaire qu'on active avec de la chaleur. Donc chaleur plus calcaire égale chaud plus CO2, mais aussi 1500 degrés avec un procédé qui a plus de 200 ans, qui a été inventé par Monsieur Vicat. Et nous, on est allé chercher des technos qui existent ailleurs, dans d'autres, pour activer. Donc on prépare mieux, on met que de l'argile, on prépare mieux. Donc nous, quand on va chauffer, on va rejeter de l'eau et on va créer ainsi ce liant qu'on va mieux préparer en poudre avant, pour lui donner juste 750 degrés, qui est la température nécessaire pour activer. Et donc, on va pouvoir rester dans la norme aussi. Nous, ce qui était important aussi, ce n'était pas de créer quelque chose en dehors des normes, sinon on ne pourrait pas rentrer dans les marchés de construction classiques. Mais c'est comment réussir à intégrer le marché en mettant du bas carbone, tout en respectant les normes, tout en faisant notre place. Donc voilà, on est un projet France 2030, c'est 25 millions d'euros, donc c'est relativement sympa. On est à côté de Saint-Maximin, à côté de Chantilly, pour ceux qui connaissent le château. Et le but, on va créer 100 000 tonnes d'argile flash calcinée. Et puis l'ambition, c'est de continuer à dupliquer ces modèles avec une argile usagée d'un territoire et de pouvoir l'exploiter un peu partout en France et à l'étranger. Donc voilà, ça c'est un bref brief de comment on peut faire aussi évoluer le monde de la construction. On a travaillé à très longtemps sur les granulats recyclés dans le béton, il y a pas mal d'années. Aujourd'hui, on sait déconstruire un bâtiment à 99% de valorisation en utilisant les filières de réemploi, de démontage du bâtiment, plus économique, hein. Moi, je fais de l'économie, elle est circulaire, je suis hyper pragmatique. Donc, la circularité aujourd'hui, c'est une réalité et on peut en faire quelque chose de sympathique. Voilà, c'est un pitch rapide, comme ça je laisse un peu la place à quelques questions. Je suis bien, hein? Bonjour, merci. Vous parliez d'argile usagée. J'ai peut-être loupé la première minute ou les premières minutes, mais quand vous dites usagée, vous parlez en fait, c'est l'argile, par exemple, du Grand Paris Express, elle était prélevée, c'était prélevé, c'était mis en centre de stockage. Nous, on se dit, il y a mieux à faire qu'un centre de stockage. Donc, notre métier, c'est de trouver la meilleure valorisation possible. Alors, il y a
selon les caractéristiques de l'argile. On a aussi ce qu'on appelle les argiles de découverte. Quand un carrier veut avoir du calcaire ou d'autres matériaux, il a souvent une couche d'argile qui le gêne profondément, puisque celle-là, il ne sait pas quoi en faire. Et nous, celle-là, elle peut nous intéresser pour l'activer. Donc en fait, on essaye d'utiliser 100%, enfin non, 100% de l'usine tourne avec une argile qui n'est pas d'excavation naturelle. Donc notre métier, nous, c'est de préserver la ressource. C'est dire comment on peut sauvegarder la ressource. Et le corollaire, ça va être le gain de carbone grâce au process, ça va être, mais on prend tout sur le prisme de la ressource. Si on arrive à la préserver, y compris un combustible, pour nous, c'est une ressource bien préparée. Bonjour. Comment est-ce que vous arrivez à garantir qu'il n'y a pas de risque d'effondrement, qu'il n'y a pas de risque de défaut dans des matériaux réutilisés, notamment dans la construction vu qu'il y a quand même un enjeu important? Alors c'est pour ça que nous, on est resté dans la norme. Il y a des normes de construction qui s'appliquent pour dire tel béton doit avoir telle classe de résistance, doit avoir, et le ciment à l'intérieur doit avoir telle caractéristique. Donc nous, on est un des composants. On n'est pas 100% d'argile calcinée parce que la norme ne l'autorise pas. Puis ça serait peut-être pas forcément hyper nécessaire, on va le dire comme ça. Donc nous, on représente une fraction. Donc on va essayer toujours de mettre le maxi, mais on reste dans la norme. On a aussi des labos chez nous qui nous permettent de normer les écoproduits qu'on fait. Donc c'est des normes mécaniques. En fait, passer du statut de déchet au statut de produit, c'est 3 choses. C'est de substituer matière naturelle par une matière alternative. 2, c'est d'avoir la même norme qu'un produit équivalent. Et 3, c'est d'avoir une innocuité environnementale. Parce que si ça avait été classé en tant que statut déchet, c'est qu'il y a une raison. Et on a des labos de suivi environnementaux avec des protocoles du CEREMA et autres qui nous permettent de prouver l'innocuité de ce qu'on fait. Merci. Et on va accueillir Cosette de N2C. Bonjour à tout le monde. Je suis Cosette Jarnoine de la société N2C que j'ai créée en 2004 avec mon frère Shadi Badra. Nous sommes spécialisés dans le rétrofit des machines pour le travail de métal. Nous, en fait, voilà une machine qui, dans quel état elle arrive chez nous. Je pense que la réaction normale, c'est de se dire bon, je vais appeler un ferrailleur et il va me l'enlever. Parce que je vais m'en débarrasser. Nous, notre rôle, c'est de vous faire aimer ces machines-là et de vous inciter à les garder pour les utiliser. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ces machines-là, nous, on les désosse complètement de leurs organes. On garde que le bâti, qui pèse en moyenne 12 tonnes d'acier. Et à partir de là, on va faire une machine neuve. Pourquoi on garde et on réutilise ces bâtis-là? C'est parce que ce sont des bâtis qui ont été conçus d'une manière parfaite et fabriqués aussi et qui sont d'une très bonne qualité. Donc on peut se permettre de repartir, de réutiliser ces bâtis-là pour refaire une machine neuve. Donc ça nous permet à chaque rétrofit d'économiser 46 tonnes de carbone. Et ça nous permet aussi de répondre aux 3 GES, 3 scopes du GES. Donc ça, c'est voilà ce qu'on fait, en fait, comment on désosse les machines. Ça nous permet de fiabiliser aussi la production. Et voilà comment on livre nos machines. Alors la machine livrée, elle est intelligente, connectée, et ça permet en fait à l'industriel de ne pas payer plus de 50% du prix du neuf. Ces machines-là, elles sont intelligentes et ça nous permet aussi de proposer le même service qu'une machine neuve. On intègre les dernières technologies en fait dans la machine. Vous avez une commande numérique tactile, vous avez un guide de pliage, on assure la formation, l'installation et on apporte une garantie. Et ce qui est important à savoir, on en parlait avec une personne tout à l'heure, c'est que toutes nos machines sont financées par les banques et les crédits bailleurs. Parce que justement, elles sortent de chez nous comme neuves.
Et ça nous permet en fait d'apporter un vrai service aux industriels et de les inciter à garder leurs machines au lieu de les remplacer. Notre force aujourd'hui, c'est d'avoir standardisé ce processus, ce qui nous permet d'augmenter notre capacité de production en fait aujourd'hui. C'est de passer de 40 machines à 90 machines par an, mais aussi de pouvoir rétrofitter des machines sur site industriel, ce qui est énorme en fait. Et ce qui permet de rétrofitter aujourd'hui des machines de très grosse capacité, et ça permet de répondre à une vraie demande des industriels. Donc voilà un petit peu notre activité, et voilà pourquoi on dit qu'on est expert dans le rétrofit. Ça va? Est-ce que vous avez des questions? Oui, bonjour, merci. Je voulais savoir, vous faites que des plieuses ou vous faites tout type de machines? Non, on est spécialisé dans les machines pour le travail du métal. Là, c'est un exemple en fait. C'est-à-dire qu'on fait les plieuses, cisailles, vous avez les poinçonneuses, on distribue des machines de découpe laser qui répondent aux mêmes normes en fait à notre process, et des tours, fraiseuses, voilà, tout le travail du métal. Donc tour et fraisage oui. Également. Ok, entendu, merci. Vous êtes basé où et vous intervenez juste sur quel périmètre géographique? Alors, en fait, on est basé à Sens de Bretagne, au nord de Rennes, donc on est des Bretons. Mais on intervient sur tout le territoire et on intervient sur tous les continents en fait. On travaille et on a déjà travaillé sur tous les continents. Merci. Je me posais la question, est-ce que vous avez déjà été amené à faire des rétrofits plusieurs fois chez le même client? D'avoir une sorte de régularité de mise à jour qui pourrait être un peu un service de maintenance en fait de la machine? C'est ce qui nous fait le plus plaisir, quand le client revient et nous dit voilà, j'ai encore besoin de vous. Okay. Et au contraire, notre but c'est d'établir des relations sur du long terme avec les entreprises et de suivre l'évolution des entreprises. Donc on a des clients qui nous sont fidèles depuis très longtemps. Ok, merci. Du coup, je continue. Il y a quand même des fabricants de machines qui ne sont pas très ouverts, qui conservent les plans de leurs machines, les commandes numériques ne sont pas forcément ouvertes. Donc comment vous gérez ça C'est notre force aujourd'hui, c'est qu'on est complètement autonome. On n'a pas besoin, on a de très bonnes relations avec les constructeurs, mais on n'a pas besoin des constructeurs pour reconstruire et même en fait rajouter des fonctions. Par exemple, sur une plieuse, on va rajouter des axes. On est capable de rajouter des axes, mais on est complètement autonome. C'est-à-dire que en fait, toute l'intelligence de la machine est conçue chez nous. Mais vraiment, tout le process, on maîtrise totalement tout le process de A à Z, et donc on est complètement autonome. Alors, il peut y avoir des cas exceptionnels où on peut avoir besoin d'un constructeur, mais c'est très rare. Je reprends le sujet de la maintenance. Du coup, c'est vous qui assurez la maintenance après des machines rétrofitées, puisqu'elles ne sont plus maintenues, j'imagine, par le constructeur d'origine? En fait, il n'est pas capable de les maintenir, le constructeur d'origine. C'est nous qui assurons toute la maintenance. Et aujourd'hui, en fait, notre force, c'est de développer aussi une maintenance prédictive pour aussi accélérer et puis répondre d'une façon aux urgences. Et l'avantage aussi de ce qu'on est en train de développer comme solution, c'est de pouvoir maintenir les machines à distance et de pouvoir les surveiller aussi à distance. Merci beaucoup Cosette. Merci à vous. On va accueillir Revibat. Bonjour, je m'appelle Nicolas Brousse et donc je suis cofondateur de Revibat et je vais vous présenter son activité. Alors donc ça c'est la pyramide de Khéops, un très bel objet mais qui représente le volume de laine de verre qui est enterré chaque année en France, rien qu'en France, 200 000 tonnes. Ça c'est le taux de recyclage actuel de la laine de verre, 1%. Donc il y a du boulot. Du coup, et en plus il y a une opportunité marché puisque la réglementation de construction impose d'avoir des matériaux bas carbone
Et ce taux va descendre de 10% chaque année, enfin chaque 3 années. Et en 2030, T1, il faudra un tiers moins de carbone dans les matériaux embarqués pour construire qu'aujourd'hui. Alors du coup, nous on a créé Reviver. Donc c'est une laine de verre recyclée. Elle a pour particularité d'avoir une composante unique sur le marché, en plus d'être recyclée. C'est qu'elle est la seule qui est à la fois bas carbone et incombustible. Il y a des biosourcés, qui sont très bien, mais ils brûlent tous. Et puis après, il y a de la laine de verre qui est très bien, mais elle n'est pas bas carbone. Hein. Les fours sont à 1300 degrés. Et puis bien sûr, il y a le pire de l'histoire, c'est les plastiques alvéolaires, c'est du carbone et ça brûle. Et ça participe même un petit peu à l'incendie. Et nous, effectivement, on crée la case tout en haut, la case qui est incombustible et qui est bas carbone. Donc on remplit une case du schéma d'isolant en France qui n'existait pas. Et voilà, donc on lance ce produit. C'est un gros marché, 2 milliards d'euros, le marché d'isolation. Et on va faire notre possible pour rentrer sur ce marché. En plus d'être bas carbone et d'être effectivement ininflammable, en plus on a une performance d'isolation qui est très bonne, puisqu'effectivement on se place avec, pour les connaisseurs, on a un lambda 35 qui est au milieu de la laine de verre. La laine de verre va entre 32 et 40 et nous on est à 35. Donc on est en plus effectivement assez performant en termes d'isolation. Ah oui, dernier point aussi qui est très important, c'est que notre produit il est directement sous la norme de la laine de verre classique. Alors que c'est un produit innovant et unique, il est régi par la norme classique. Donc c'est de la substitution. Si vous avez un projet, vous avez prévu de mettre de la laine de verre, vous pouvez mettre du Reviver sans rien changer. C'est la même NF. Alors évidemment, s'il y a un avis technique sur la laine de verre, il faudra qu'il y ait un avis technique pour nous aussi. Donc on a plusieurs applications. On a les façades, les cloisons, les murs, les combles, enfin tout ce que vous trouvez en laine de verre peut se retrouver en Reviver. On est passé, ça fait 4 ans qu'on existe, on est passé à la version industrielle. Donc on a une usine qui tourne depuis maintenant 3 mois, qui se trouve dans le 77, près de Meaux. Et on a une capacité, effectivement, donc l'usine est assez grande, hein, elle fait 10 000 m² de bâti, 3 hectares 6. C'est un ancien site qui a été reconverti, hein, donc c'est une friche industrielle. La moitié de nos machines sont des machines rétrofitées. On utilise du plastique recyclé, des palettes recyclées, on n'utilise pas d'eau, je ne sais plus quoi dire. On fait tout pour être les moins impactants. Oui, on a du biogaz, de l'électricité verte, enfin tout. Et notre production de 10 tonnes jour, donc il faut qu'on reçoive 10 tonnes de déchets par jour, qu'on transforme en 2000 m² environ, suivant l'épaisseur, de laine de verre Reviver, isolante, bas carbone et incombustible. Et sur les 17 objectifs du développement durable de l'ONU, on coche 9 cases. Donc on est plutôt pas mal lotis pour essayer d'être... Voilà, on a une obsession effectivement d'être le plus responsable possible, de faire en sorte d'aider à recycler, mais aussi de façon vertueuse. Voilà, et donc pour lancer notre laine, on a une petite baseline qui est l'isolant qui rafraîchit la laine. Voilà, c'est pour faire une petite virgule. Voilà, si vous avez des questions. Merci. Est-ce que le produit Reviver a aussi, en termes de durée de vie, comment ça se passe? Parce que souvent la laine de verre, au bout d'une dizaine d'années ou plus, elle est plus efficace en termes d'efficacité thermique. Est-ce que vous prévoyez un cycle où vous recyclez encore une fois le Reviver pour lui donner plus de durabilité, pardon? Donc notre produit, ça aussi c'est assez unique par rapport au biosourcé, c'est que notre produit il est recyclable en fin de vie parce qu'il est co-conçu. Donc il n'y a que la laine de verre, on a enlevé tout ce qui est craft, aluminium, tout ce qui est dedans, pour n'avoir que de la laine de verre. Et on ne la mélange pas avec la laine de roche ou avec quelconque autre matériau pour être purement de la laine de verre et pour être recyclé en fin de vie. La laine de verre elle dure un peu plus longtemps que 10 ans, c'est plutôt 50 ans. Et en fait, et nous effectivement on sera sur le même cycle. En fait les isolants sont calculés, ça existe depuis 80 ans la laine de verre, donc effectivement il y a un retour d'expérience qui existe depuis assez longtemps. Et nous, les laines de verre qu'on recycle, elles ont 30 ans et elles sont moches, mais on les rend plus jolies. L'origine de la fibre, elle ne se présente pas, à mon avis, sous la forme d'une jolie pyramide. Donc comment vous faites pour trouver enfin voilà, il y a un coût quand même à rassembler tout ça.
Oui, il y a un coût pour ceux qui doivent les enfouir. Parce qu'aujourd'hui, ça coûte d'enfouir. C'est pas gratuit. Et nous, on leur trouve une solution qui est une alternative RSE à leur enfouissement. En plus, sans doute, ils ont des objectifs sur leur déconstruction. Et voilà. Donc on est quasiment substituable en termes de coûts entre l'enfouissement et le fait de livrer chez nous les matières premières. Effectivement, elles arrivent dans un état, on fait un surtri. C'est-à-dire que dès que ça arrive, on fait un surtri. Parce que même si c'est trié en amont, c'est jamais très très clean. Donc effectivement, on est obligé de faire un surtri. Et ça vient d'un projet, généralement, à chaque fois, ou c'est plein de projets qui arrivent en même temps? C'est plein de projets. 10 tonnes, c'est beaucoup. 10 tonnes, c'est, vous savez, les bennes de camion, là, ça fait à peu près 30 mètres cubes. Hein, et ça, c'est une tonne. Donc on a ces 10 camions jour de 30 mètres cubes. Donc c'est un énorme volume. Et donc c'est plusieurs chantiers. Donc on a fait le village olympique récemment. On a recyclé la transformation du village olympique. Ils ont enlevé toutes les cloisons pour faire des appartements. Et on a pris toute la laine comme ça. Là, dans pas longtemps, on va prendre la laine d'une usine de Stellantis, 200 tonnes, qui vont arriver chez nous. Il y a 8 bâtiments, ça fait 15 hectares le truc. Et donc, effectivement, on va avoir toute cette... Donc, dès que les gens déconstruisent de façon sélective, c'est ça le mot, un bâtiment, nous, on peut récupérer la laine. Donc, c'est souvent des gros chantiers. Ouais. Est-ce que c'est cher? C'est très cher. Donc du coup, non, c'est pas plus cher que les biosourcés. Et c'est forcément plus cher que la laine de verre parce qu'il n'y a rien de moins cher que la laine de verre. La laine de verre est le produit le moins cher du monde. Voilà. Donc du coup, c'est imbattable. Ils ont des énormes usines. L'usine d'Isover Orange elle a la même consommation électrique que la ville d'Orange. Voilà. Donc c'est pour vous dire le mastodon. Et donc effectivement, on ne peut pas battre la laine de verre, c'est pas possible. Mais on ne vient pas battre la laine de verre, on vient répondre aux gens qui cherchent des solutions bas carbone. Et dans ces cas-là, on n'est pas en face de la laine de verre. Donc du coup, on est plutôt en face des biosourcés et on est dans la même gamme de prix que les biosourcés. Quelle est la fin de vie du matériau après utilisation? Recyclage. On peut recycler nos produits. En fait, même nous, nos chutes de fabrication, on retourne dans la fabrication. On n'a pas de chute. Zéro chute. Donc c'est recyclable en fin de vie. On reprend le revivère et on le remet dans le circuit pour que ça redevienne un matériau isolant bas carbone. C'est vous qui devez le recycler ou ça peut être... Alors si je suis encore là dans 50 ans, oui. Mais je ne suis pas complètement sûr. Enfin, sauf si on fait des progrès au niveau de la médecine. Mais... En tout cas, c'est votre process qui permet de recycler. Alors, il y a 2 process qui existent pour l'instant sur le marché. Nous, on est le recyclage bas carbone. Il y a un autre process qui est assez haut carbone, puisqu'ils refondent la laine pour en refaire une fibre. Donc voilà, il y a 2 process. Donc dans 50 ans, peut-être qu'il y en aura 3 ou 4 de plus. Mais aujourd'hui, il n'y en a que 2. J'ai une question. Au niveau du conditionnement, comment ça se présente? Est-ce que c'est aussi des rouleaux? Et est-ce que dans le temps, contrairement à la laine de verre classique qui a tendance à se compresser, à se tasser et à perdre de ses performances thermiques, est-ce que c'est un produit qui se tient mieux dans le temps? Alors, ce sont des panneaux, ce ne sont pas des rouleaux. Effectivement, la laine de verre a cette capacité de résilience qu'on peut l'écraser 7 fois et quand vous l'ouvrez, elle revient à l'épaisseur initiale. Nous, ce n'est pas notre cas. Donc, on est comme les matériaux biosourcés, on est des panneaux. Ce sont des systèmes de panneaux. Oui, alors c'est un peu technique, mais on est T3. Donc en fait, en indice de rigidité, on est T3. Donc on est ce qu'on appelle semi-rigide. Donc nos produits sont un peu plus denses que la laine de verre classique. La laine de verre, c'est 20 kg par mètre cube. Nous, on est plutôt autour de 40 kg par mètre cube. Et du coup, effectivement, on a une tenue mécanique qui se fait bien, puisqu'effectivement, notre produit est semi-rigide. Donc il ne se tasse pas, puisqu'il est rigide.